on annule, il faut faire disparaître l'ego. Je dis c'est ridicule parce que l'ego il est quand même intéressant d'une certaine manière. Parce que l'ego c'est la soif d'avoir toujours plus. Et c'est pas forcément de l'or, ça peut être aussi du savoir, de la connaissance, plein de choses comme ça. C'est le fait d'être intéressé par les choses et c'est cette force qui va me pousser à découvrir ce que je suis réellement. Et donc si on n'a pas d'ego, je m'en fous, je vais brouter de l'herbe dans l'air. Et c'est bon, c'est fini, je n'ai plus besoin de cet ego. Mais l'ego, il faut le mettre à sa bonne place. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, d'une certaine manière, d'avoir son ego bien placé. Et il est... Donc moi, dans le livre, je dis par exemple, l'ego, c'est Indiana Jones. C'est l'aventurier qui veut découvrir ce qu'il y a derrière ce temple qui est au fin fond d'une jungle amazonienne où plus personne n'est rentré. Et lui, il a l'envie de découvrir ce qu'il y a derrière. Et donc c'est cette force qui nous pousse à rechercher, mais il doit se laisser guider par une autre force qu'on appelle notre âme, qui est connectée au grand tout. Donc je vous laisse juste un petit peu avec les mots là. Donc la Vesica piscis est très intéressante, donc, puisque si maintenant nous prenons juste la zone, je l'ai coupée ici, nous prenons l'amande, nous retrouvons le symbole du Christ, le poisson. Et comme par hasard, bien sûr, on le retrouve aussi dans les images chrétiennes, donc dans une amande, bien sûr, avec les 4 êtres autour, donc l'aigle, l'air, la terre, le feu et l'eau. Donc les 4 éléments. Et lui, c'est le 5e élément. Donc, toujours petit à petit, vous allez voir qu'à fur et à mesure de la conférence, il y a chaque fois une petite chose qui va apparaître comme ça. Un autre exemple avec l'amande. Donc, ici, on a beaucoup de Vesica piscis dans la fameuse fleur de vie. Et là encore, on n'a qu'une image en 2 dimensions, mais il faut s'imaginer la chose en 3 dimensions, bien sûr. C'est encore plus... la Vesica qui représente cette dualité. Je me suis amusé un petit peu encore ici. Il y a un mot qui est aussi très important au niveau de la langue des oiseaux, c'est les qui libre. Les du verbe être qui libère. L'équilibre permet de trouver donc la liberté. Toutes les philosophies partout, on vous dit, mais trouve le juste milieu, mon Dieu, va pas dans les extrêmes, essaye de tout centrer. Une image. Bon, parfois aussi, quand je fais mes recherches, je trouve des images, je ne peux pas vous dire d'où elles proviennent, mais donc quand même très intéressant de voir Saint-Pierre avec une clé qui nous montre la clé. Saint-Paul avec son épée qui Paul, il est bien, parce que l'étoile polaire c'est bien pour nous centrer tout ça. Donc le mot Paul, ça pourrait avoir un lien avec la lame, donc il doit être bien aligné pour cette âme qui veut passer de l'autre côté. C'est rigolo. En plus ici on a quand même un petit peu des couleurs qui sont très proches, surtout le noir et le rouge, les couleurs de l'alchimie. Donc une clé, on cherche une clé. Les mots, toujours les mots. Parce que vous aurez compris aussi que d'une certaine manière, cette Vesica représente ici l'amandore, donc l'amande, c'est l'instant présent. Parce que si on a les 2 extrêmes, d'un côté le passé, de l'autre côté le futur, et pour toute chose on peut dire comme ça, le bien, le mal, le milieu, le passé, le futur, le présent. Donc le mot présent, très intéressant, puisqu'il nous divulgue quand même des choses très intéressantes. En langue des oiseaux, c'est près et c'est en nous. Puisque le passé en verlan ça donne c'est pas, et l'avenir c'est avenir, et le présent c'est bien près et c'est en nous, c'est ici et maintenant. Serpent, vous allez voir pourquoi l'importance du mot serpent, et le présent c'est un cadeau qui nous est offert continuellement. L'unique réel moment de vie c'est l'instant présent, tout le reste c'est le mental, l'ego surtout, qui a besoin du passé, parce que je suis né à telle date, j'ai fait telles écoles, etc. Ça c'est mon histoire et je veux faire ça et ça. Et ça c'est le mental qui retient ça. Et notre réalité c'est je suis plus là et je ne suis pas encore ce qui va venir. Pour la maladie, toujours pour la maladie, c'est très très important de retenir tout cela. Moi j'ai fait encore un petit jeu de mots rigolo. Donc l'espace c'est le temps présent. L'espace
et le temps présent. Mais si je dis laisse passer le temps présent, d'accord, c'est toujours rigolo de jouer avec les mots. Ça peut être des jeux de mots, mais automatiquement ça apporte quand même une information intéressante parce qu'on parle souvent d'espace et de temps quand on parle de... Donc là, nous allons passer à un autre sujet, enfin c'est pas un autre sujet, tous les imbriqués l'un dans l'autre, mais encore une fois au niveau du symbolisme pour voir tout ce qu'on connaît. Donc deux versions soi-disant officiellement complètement différentes, bien sûr, puisque la mythologie égyptienne c'est une chose et le christianisme en est une autre. Ça c'est la vérité pure, on doit y croire, et ça c'était les légendes de fous furieux qui ne connaissaient rien. Et donc si nous voyons donc les symboles, donc ici bien sûr l'auréole, donc l'auréole. Ici l'Uraeus, qui n'est plus, c'est pas une auréole, mais on a un serpent qui est symbolisé bien sûr ici chez Horus, Isis. Et les mots communs, donc les lettres communes, on retrouve l'aura là-dedans. Champ électromagnétique, donc l'aura de notre corps, etc. Et ce qui est aussi intéressant dans la façon que j'ai eu de faire mes recherches, c'est que quand on a plusieurs légendes qui ont le même message caché, et qu'il y a parfois des éléments que je n'arrive pas à comprendre, parce que je n'ai pas eu l'intuition qu'il me fallait, mais j'ai quand même trouvé des éléments qui m'ont parlé d'une certaine manière. Et je prends la prochaine légende qui est la même chose, avec d'autres éléments, et là j'ai compris. Après, quand je fais la synthèse, j'ai l'image globale. Parce que ça veut dire que le symbole là, c'était ça, etc. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une image globale des choses. Laurier, puisque la couronne royale, donc après il y aura la couronne de laurier, l'aura, le mot l'aura, le nom l'aura. Alors j'ai dit le mot l'aura, L', le nom l'aura, L-A-U-R-A. Tout ça c'est relié au mot laurier. Puisque la couronne de laurier, ça va représenter la même chose, c'est-à-dire droiture, et après plus tard, la couronne, voire même des cornes. Il y avait des déesses avec des cornes, etc. Si on prend le mot corne, couronne, l'étymologie, c'est la même. Donc bien sûr, là, on rentre dans le monde des chakras, du champ électromagnétique du corps, etc. Donc le serpent. Ça représente quoi? Bien sûr, si on a des gens très pieux, c'est le diable, c'est Satan, il ne faut pas toucher le serpent. Je dis, attends, regarde un serpent bouger sur le sol. C'est rigolo avec le laser point. Ça fait des ondes, des fréquences, c'est le mouvement du serpent. C'est pour ça que les anciennes cultures, ils utilisaient ce qu'ils avaient autour d'eux pour représenter les choses. Et donc on a des serpents. Je parle bien dans les mythologies, pour de vrai, on a aussi des serpents qui réussissent à sauter d'une branche à l'autre, qui peuvent un peu voler, mais dans les mythologies, on a vraiment des serpents qui rampent au sol, qui représentent les basses fréquences, et des serpents à plumes, comme le dieu Quetzalcoatl, le Kukulkan, qui vient du ciel, c'est des hautes fréquences. On est toujours dans le monde vibratoire, des fréquences, etc. Ici, on a donc le dieu Seth, qui combat le serpent Apophis, l'art aborigène, bien sûr, avec les spirales, les serpents et tout ça, on reste toujours dans la même... puisqu'on est tous reliés, on va venir avec les mêmes images à travers le monde, bien sûr. Et bien sûr, c'est ça, c'est le monde des fréquences vibratoires du monde, de notre planète, de l'univers, etc. Donc ici, on a aussi l'association entre justement le serpent et un aigle. On a ici Quetzalcoatl, le Kukulkan, là au-dessus de la tête de Toutankhamon. Et donc Bouddha avec les 7 nagas, aussi intéressant de nouveau revenir à la valeur 7. Bien sûr, toujours de l'énergie, on parle d'énergie, etc. On reste dans une logique, un petit peu le serpent de la Kundalini, et voilà. Et alors, ce qui est intéressant, par exemple, à la position de ce personnage, on a une forme bien précise. Vous la voyez, hein? Un beau triangle, une belle pyramide. Et voilà, de nouveau synthétiseur, l'arbre de Noël. Qui c'est qui nous a foutu cet arbre dans nos foyers? Un des rares arbres à avoir cette fameuse forme triangulaire où on va mettre... Qu'est-ce qu'on met dans un arbre de Noël? On met des serpentins. Les guirlandes, c'est des serpentins. Donc on a de nouveau le serpent qui grimpe, qui monte. On mettait des pommes au début, après on a commencé à mettre des boules colorées. Bon, moi je me suis un peu amusé à mettre des boules
une couleur particulière. Donc, et pour atteindre l'inaccessible étoile, on monte. C'est bien un message qui veut. Hein, Don James, on reste. Donc on est Noël, on est avec des francs-maçons. Et parce que le sapin de Noël, il n'est pas ancien, c'est une tradition qui remonte à 200 ans, un truc comme ça, plus. Ah oui, et puis là, donc dans la version ici babylonienne, c'est un peu un sapin de Noël. Ici, on a vraiment des petites formes coniques, des cônes, parce que ça, c'est des pommes de pin, parce que vous allez voir aussi que la pomme de pin, le pignon de pin, tout ça reste dans la symbolique. Donc, et c'est comme si le personnage faisait, ça doit être bien droit, ça, bien droit. Et quand on parle d'un arbre, on parle d'un serpent, on revient sur une autre légende qui est connue, avec un fruit défendu, bien sûr. Ici, donc, on a bien l'arbre de vie, comme par hasard, l'arbre de Séphiroth, qui est aussi à l'intérieur avec le serpent. Je reviens encore une fois avec une image intéressante. Donc, on a les planètes qui sont représentées. Il ne manque plus qu'un fruit. Donc, le fruit, bien sûr, c'est quoi? La pomme. Celui qui me dit une fraise, je ne sais pas où il allait chercher ça, mais c'est la plupart du temps, il y a aussi parfois une grenade qui est expliquée, mais en gros, on va parler d'une pomme. Et donc ici, on a une autre version, donc bien sûr, quel est ce fruit défendu? Bien sûr, la pomme. Ce qui est intéressant, c'est que quand on coupe une pomme dans un certain sens, on a notre petite étoile là qui apparaît. C'est rigolo, mais bon. Mais c'est pas cette pomme-là dont on parle. Dans la Bible, c'est pas une pomme comestible, c'est la pomme de pin. Pardon? Oui, non, mais c'est même pas cette pomme-là. C'est pas une pomme comestible, c'est une pomme de pin. Qui est là, ça c'est vraiment le fruit défendu, qu'il ne faut pas toucher. C'est-à-dire que la fameuse pomme de pin, si on en a une belle au Vatican, elle est énorme, avec deux pans qui font la roue. Deux roues à côté et au milieu, pomme de pin. Donc des symboles assez rigolos, surtout si on parle d'alchimie, le pan, vous allez voir que le pan il joue un rôle important en alchimie. Le sceptre d'Osiris avec la pomme de pin. Et pourquoi une pomme de pin? Parce que cette pomme, ici on a... Regardez bien le mot ananas en anglais. Le mot qui est caché dedans. Pardon. Et ça aussi, il a une structure qui ressemble à une pomme de pin. Et tout ça, ça va avec le fameux code PIN. C'est pas le code PIN, c'est la suite de Fibonacci qui nous dit que cette suite, assez basique, simple, toutes choses que l'univers a créées, enfin surtout les choses que nous avons pu calculer ici sur Terre, ont cette suite. 1, le rapport 1, 1, 2, 3, si on prend un doigt, j'ai 1 qui est égal à 1, on a la même longueur, mais maintenant si j'associe les deux là, j'ai la longueur de ça, après ça donne donc tout ce que là, et ça représente aussi, bien si nous prenons une fleur, la forme d'une fleur, un arbre, tout ça, c'est ils appellent ça le nombre divin, la signature de Dieu. Qui rigole? Non, c'est fascinant. Et donc, la fameuse pomme de pin, ici on a donc ce fameux pignon de pin qui est vraiment, ici, non, elle est là, la glande pinéale. On voit bien aussi quand on fait la découpe du cerveau, l'œil d'Horus, la ressemblance de ces deux choses-là. Parce que c'est là que pas tout se passe, mais l'information surtout. C'est Hermès ici, Mercure, le messager, celui qui fait le portier entre les deux mondes. Ça c'est vraiment dans la mythologie Mercure. Donc, et on avait par exemple Mercure, puisque ce sont des symboles. Avant lui, on avait Thoth, chez les Égyptiens, donc on a Raphaël, qui est aussi un peu celui qui est entre les deux mondes, on va dire, entre le monde des vivants et le monde des mortels. Et c'est par cette... Bon, Descartes, il pensait que c'est là que siégeait notre âme, mais il s'est trompé. Là, il y a seulement l'information, c'est le blanc qui permet de capter l'information. Et donc, vous voyez quand même que le mot PIN, sapin, un sapin, le code PIN, c'est vraiment un code. C'est-à-dire, vous voyez que toutes ces choses-là, ils sont reliés. Et ça peut être un hasard, tout ce que je raconte, bien sûr. Et l'association oiseau-serpent qui va être important aussi pour la suite. Donc ici on a une image où on voit bien la localisation de notre Stargate. Le Stargate ici, les deux colonnes, tac. Donc elle se trouve ici, là, voilà.
on va lâcher un tout petit bout. Donc tout le symbolisme, on commence à voir que tout se rassemble les autres. Je ne sais pas pour vous si maintenant je vais trop vite ou si ça va. Oui, ça va. Mais, donc les deux colonnes, ici donc une carte de tarot, une version américaine si je ne me trompe pas. La grande prêtresse, et je l'ai même agrandie parce qu'il est très important de voir ce qu'il y a derrière elle, ici, les ananas. C'est palmier avec des ananas, pineapple, donc on reste toujours. Et important, cette déesse représente vraiment la lune. L'eau, il y a de l'eau, il y a sa robe, elle a un mouvement d'eau, il y a la lune en dessous, la lune, l'importance de la lune, alchimie, etc. On va voir combien la lune elle est importante. Surtout aussi au niveau du magnétisme, puisque tout ça, la glande pinéale, c'est le GPS des oiseaux. Pour se déplacer vers le sud, ils ne se posent pas de questions, ils connectent le GPS, tac, je sais où je vais, ils suivent les lignes magnétiques, ça va avec du magnétisme, tout ça. Magnetic is magic. On voit bien aussi le mot magic dans magnétique. Et il est vrai que quand on enferme sur une couronne d'épines cette zone-là, que ça peut bloquer quelque chose d'une certaine manière. Et surtout si on bloque celui-là avec des épines, là on a un total, on va dire.